Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Cynthia, responsable marketing chez Man Machine et bienvenue à cette troisième journée des rendez-vous de la structure. Alors aujourd'hui, on va parler modélisation de ponts dans Revit. Les rendez-vous de la structure, c'est un webinaire par jour pendant 5 jours sur le thème de la structure. Il en reste 2. On va parler demain de calcul de ponts et d'infrastructures et vendredi de calcul de géométrie complexe. Alors si vous êtes intéressé par un de ces autres sujets, vous pouvez vous rendre sur notre site internet manandmachine.fr ou sur nos réseaux sociaux pour vous inscrire. Je vais juste vous parler rapidement de Man Machine et de Sophistic, et puis ensuite je donnerai la main à mes collègues Christian et Xavier pour la présentation. Donc Man Machine, c'est un groupe allemand qui a été créé en 1984. On a plus de 60 implantations à travers l'Europe et c'est aujourd'hui le premier partenaire Autodesk en Europe. On vous accompagne dans tous vos projets, CAO et BIM, en proposant de l'audit, du conseil, de l'accompagnement, des solutions logicielles et matérielles, et des formations sur ces logiciels, mais aussi des formations BIM. Et donc ces formations peuvent se faire en présentiel ou en ligne à distance. Alors Sophistic a rejoint le groupe Man Machine en 2019. C'est un éditeur de logiciels qui a plus de 30 ans d'expérience et qui est spécialisé dans les logiciels pour l'ingénierie structurelle. Au niveau de la gamme de produits Sophistic, ils proposent des produits distincts, mais qui peuvent se connecter entre eux. Ils sont compatibles avec différentes plateformes, notamment Revit, c'est ce qui va nous intéresser ici, et ils sont flexibles pour tous les domaines, notamment le bâtiment et les ponts. Et je vais passer la parole à mon collègue Christian. Merci Cynthia. Bonjour à tous, Christian Markanda, ingénieur structure chez Man Machine. Donc, on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la modélisation des ponts dans Autodesk. Revit. Avant de passer la main à Xavier qui va vous faire la démo directement dans Revit, je vais faire une petite intro de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, quand on parle de réalisation de plans de deux ponts dans Revit, donc en ce qui concerne le pont, c'est les vivants plans, élévation, coupe, c'est la réalisation de ces vues. Les types d'ouvrages qui vont nous intéresser, c'est les ponts, tout type de pont, et les tunnels. Ça va intéresser projeteurs, dessinateurs, mais aussi ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir que les ingénieurs structure puissent récupérer la géométrie ou exporter la géométrie vers Revit pour pouvoir justement faire réaliser les plans. Donc, ça peut être autant conception qu'en réalisation exécution, donc aller jusqu'au ferraillage et le traçage des ponts de précontrainte. Donc pourquoi? Plusieurs raisons. Pas mal de bureaux d'études, notamment dans les appels d'offres, on demande maintenant que le modèle soit réalisé sur Revit. Sinon, il y a pas mal d'avantages que vous connaissez, notamment que ce soit en conception ou en exécution. Une fois qu'on réalise des plans et qu'il y ait des modifications, on ne veut pas tout reprendre. Donc certaines phases pratiques chronophrages peuvent être réduites avec Revit. C'est assez logique. Donc tout ce qui est maîtrise, réalisation de maîtrise ou export de données vers Excel, etc. Tout ce processus-là est facilité avec Revit. Comme vous savez tous, Revit avec un grand point fort de Revit, notamment dans les différentes possibilités de réalisation de tableaux de nomenclature. Il y a une temps également de la génération de plans et des cotations automatiques, notamment pour les coupes, etc. Donc comment? On va voir aujourd'hui un plugin de Sophistic qui s'appelle SBIM, Bridge et Infrastructure Modeler. Donc le but ici, c'est, je pense que nombre d'entre vous qui avez essayé de modéliser des ponts en Revit, soit vous le faites peut-être avec Dynamo. Donc ici, l'idée, c'est de ne pas passer par ce type d'outil, ce type de passerelle, que ce soit simple pour vous,
Donc, si vous ne voulez pas rentrer trop dans ce qui est un peu trop bricolage, vous voulez un outil simple qui fonctionne, donc ça, c'est l'outil qui peut vous intéresser. Donc, dans les fonctionnalités, ce qu'on voit souvent quand on parle de fonctionnalités de modélisation de plan, c'est l'axe. Donc, c'est l'axe, une tracée d'axe qui va nous permettre de modéliser donc, sur cette tracée notre structure. Donc, ces axes qui est assez complexe de réaliser dans Revit parce que c'est souvent des géométries courbes, clotoïdes et un peu arquées. Donc, ce genre de géométrie, on va le voir tout à l'heure avec Xavier, ça va être réalisé assez facilement avec le plugin. Donc, ensuite, on a des outils pour la réalisation de création de sections de pont qui va vous permettre de créer des sections de pont et les convertir en famille de type Revit. Donc, vous pouvez exploiter après. Import également de fichiers de type XML pour pouvoir justement réaliser et prendre en compte des tranchées et des tunnels. Et en dernier lieu, ce qui va nous intéresser, c'est la qualité de sortie des plans. Je ne sais pas si vous avez suivi le webinaire de lundi. Sinon, je vous invite peut-être à le consulter. Peut-être Cynthia va vous donner les liens. Mais comme je disais, ce qu'il faut savoir, c'est que le BIM, en fait, la conception du BIM, ça revient depuis les années 70. Donc, le principe du BIM, c'est pas quelque chose de nouveau ou qui est précurseur nécessairement à AutoCAD. Donc, ce qui revient souvent au bureau d'études, c'est que c'est très beau, c'est 3D, mais c'est pas exactement ça. En fait, souvent, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est de gagner du temps dans la réalisation, notamment, bon, en permettant, si on a les outils qui fonctionnent et qui nous permettent de gagner du temps, je vois pas pourquoi on n'adopterait pas une solution qui va dans ce sens-là. Donc voilà, je vais laisser la main à Xavier qui va vous présenter la suite. Merci Christian. Je vais donc prendre la main pour afficher mon écran. Tu me confirmes qu'on le voit bien? Oui. Non, on ne le voit pas, Xavier. Pourtant, voilà, partage écran 1. C'est bon. C'est bon? Ok, super. Responsable vente et conseil chez Sophistic. Je suis responsable de toutes les régions francophones, donc France, Belgique, Suisse, etc. Et donc, un peu dans la prolongation de ce que Christian vient de nous expliquer, je vais aller maintenant un peu dans le détail de comment fonctionne l'outil Sophistic Bridge and Infrastructure Modeler, ou SBIM pour être plus rapide. Comment il fonctionne pour nous permettre de créer des modèles de ponts ou de tunnels dans Revit. Alors, Christian l'a bien expliqué, hein, pourquoi est-ce qu'on veut faire du BIM aujourd'hui au niveau de l'ouvrage d'art, c'est qu'on a un bon retour au niveau du bâtiment et qu'on a des outils qui nous permettent de travailler de manière plus intelligente, avec un meilleur échange d'informations, une meilleure collaboration, et donc d'être plus efficace en termes de production de nos modèles. Et c'est d'ailleurs des choses qui deviennent obligatoires dans certains pays. Mais la difficulté que l'on a, c'est que quand on essaie d'utiliser Revit, ou même d'autres logiciels, hein, de manière générale, quand on essaie d'utiliser les technologies, les logiciels que l'on a pour le BIM, on a un peu des difficultés à créer nos modèles d'infrastructure, ponts ou tunnels, car la plupart des outils de BIM, notamment Revit, ont vraiment une expérience et sont pensés principalement pour le bâtiment. C'est-à-dire, même si un pont, un tunnel, on pourrait dire c'est un ouvrage droit, une poutre sur plusieurs appuis en quelque sorte, donc quelque chose de relativement simple, du fait que l'on doit étudier des axes courbes avec des changements en élévation, des sections qui sont complexes, qui évoluent selon la géométrie de notre ouvrage, c'est difficile à faire ces modélisations déjà. Alors, on peut y arriver à la main, mais c'est vraiment très, très fastidieux. Ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est d'utiliser des outils tels que Dynamo, qui nous permettent donc de programmer de manière dans le logiciel des définitions.
mais ça demande à avoir beaucoup de savoir en termes justement de l'utilisation de logiciels Dynamo. Ce ne sont pas des outils métiers. Et si on n'a pas ces outils en place, on a beaucoup de mal à faire des modifications ou de faire évoluer le projet. Donc, si je prends pour exemple un petit pont que je vais utiliser, donc, juste le temps que ça s'ouvre, voilà. Donc là, on voit un pont modélisé dans Revit qui n'a pas l'air très complexe, mais qui contient quand même certaines complexités, puisqu'on a en fait, comme on le voit ici, un ouvrage qui est droit au début, puis qui commence avec une clotoïde avant de finir dans une définition d'arc, et qui a une légère pente en dénivelé longitudinal. Donc, d'arriver à modéliser ce genre d'objet dans Revit de manière native est assez complexe. C'est pour ça que nous, on a développé le logiciel qui s'appelle donc le Sophistic Bridge and Infrastructure Modeler en tant qu'un plugin qui s'intègre à Revit, mais qui apporte vraiment des outils métiers. Ces outils métiers qui vont nous permettre de créer de faire notre modélisation et aussi de préparer tout ce qui est relatif à cette modélisation, c'est-à-dire la partie métrée et la partie plan. Donc, bien sûr, on se base sur des technologies, des objets de Revit, qui sont bien donc entièrement personnalisables, que vous pouvez réutiliser, mais avec un fonctionnement paramétrisé, je vais expliquer ça un peu après, qui va nous permettre de vraiment de créer une définition que l'on va pouvoir réutiliser et notamment aussi de pouvoir nous interfacer avec des données venant d'autres logiciels, notamment venant de Civil 3D. Alors, je vous ai parlé de paramétrisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, si on regarde un pont tel que celui que vous voyez sur mon écran, celui-ci, en fait, on peut le résumer en quelque sorte à quelques informations. L'information initiale, c'est son tracé. C'est de définir, est-ce que c'est un pont qui est droit? Est-ce que c'est un pont qui est droit, puis avec une définition de clotoïde? Est-ce qu'il a une évolution en élévation? Ça, c'est vraiment le tracé général de notre pont. Mais le long de ce tracé, on a donc une géométrie de base, une géométrie de section. Ici, c'est un caisson pour notre pont. Si on avait un tunnel, ce serait donc les anneaux, les voussoirs que l'on va utiliser. Et ceci se positionne le long donc, de cet ouvrage, mais à travers des évolutions. Donc, par exemple, ici, on a la hauteur du caisson qui va changer, mais ça peut être aussi le dévers transversal, donc la pente qui va évoluer dans le tournant, etc. Donc, on a beaucoup d'évolutions que l'on veut pouvoir inscrire, et aussi le fait qu'on a d'autres objets qui, eux, ne sont peut-être pas des objets le long du tracé, mais plutôt positionnés à des endroits particuliers, ainsi que, par exemple, nos culées, nos piles, etc. Donc, nous, ce que l'on va vouloir faire, c'est de donner cette information au logiciel Revit pour que quand on va créer nos modèles, déjà, on puisse se baser sur ce genre d'informations, mais aussi qu'on puisse créer nos informations de manière paramétrable, c'est-à-dire qu'on puisse les modifier après coup. Donc, toutes ces informations de tracé, on va vouloir les définir dans Revit, mais souvent, on les a qui existent venant d'autres logiciels. On les a soit dans des dessins, soit dans des tableaux, soit dans des logiciels de tracé de route, tels que Civil 3D. Donc, moi, si je veux, par exemple, refaire ce pont ici, je vais prendre donc un fichier qui est pour le moment un fichier vierge contenant juste notre terrain. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil Sophistic Bridge pour venir créer donc mon fameux axe, mon tracé. Alors, j'ai la possibilité de venir directement ici le créer manuellement, c'est-à-dire rentrer à la main dans un tableau les différentes données de axe, de positionnement en altitude, en plan, etc. Et ce qui va être très intéressant, ça va être la possibilité d'importer aussi ces géométries venant de différentes sources. Donc, je peux avoir des fichiers Excel où, par exemple, j'ai les coordonnées en X, Y, Z de l'ensemble du tracé de pont, ou bien j'ai des tracés qui ont déjà été préparés dans Civil 3D et que je vais venir donc importer. Donc, par exemple, ici, je vais venir importer un tracé de route et je me retrouve ici, quelques secondes, avec donc le tracé le voici, qui est apparu donc sur Revit.
Donc cette ligne qui modélise, on voit bien en vue de dessus, l'axe de notre route. On reconnaît cette fameuse ligne droite, puis cette clotoïde derrière. Et aussi, on va avoir rajouté dessus des informations de ce qu'on appelle des placements. Des placements qui vont nous permettre de définir où vont se situer justement nos culées, nos piles, donc tous les objets particuliers. Ils sont matérialisés par ces petits carrés que l'on voit ici. On peut les cacher si besoin y est. Pour le moment, c'est juste une visualisation. Mais si je viens modifier cet axe, je vais pouvoir contrôler toutes ces informations qui ont été importées. Si besoin y est, les modifier moi aussi. Pour pouvoir dire au logiciel, voilà, donc il s'agit en effet en vue en plan d'une ligne sur une longueur de 70 mètres, suivie d'une clotoïde qui évolue d'un rayon de 0 jusqu'à 200 et qui termine sur un arc avec un rayon de 200 mètres, tout en ayant une évolution dans l'altitude de ce tracé qui évolue entre 5, 6,4 et 5 mètres de manière parabolique. Mais en parallèle, ce ne sont pas les seules informations que l'on va utiliser. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est de dire, bon, on a ce tracé que l'on a récupéré de nos logiciels. Aussi, on va peut-être les connecter avec d'autres tracés. Donc déjà, si on a plusieurs tracés, comme par exemple un embranchement ferroviaire, des raccords entre tunnels ou des bretelles sur des routières, tout ça, ce sont aussi des comportements que l'on va pouvoir définir au niveau de ces axes. Et via les outils de sophistique, on peut donner des connexions, des contraintes entre différents objets d'axes que l'on a dans le modèle. Et maintenant que l'on a ce tracé qui est disponible, ce que l'on va vouloir faire, c'est on va vouloir extruder le long de cette géométrie. Donc pour ça, on va utiliser en fait des sections qui sont des objets Revit, des objets 2D. C'est des objets génériques pour ceux qui s'y connaissent, des familles génériques. On va utiliser ces profils, donc ça fait que vous avez déjà des catalogues de profils que Sophistic va vous livrer, mais vous pouvez bien sûr retravailler ces géométries et créer celles que vous voulez avoir. Et en combinant cette information avec une définition de variabilité, c'est-à-dire une fonction où je vais dire au logiciel, puis pour que mon pont ait une hauteur de section, une hauteur de caisson qui soit de plus en plus grande à certains endroits, je vais créer une fonction qui, par exemple, ici s'appelle h, qui va déterminer ici l'évolution de la hauteur de notre section. Donc, par exemple, moi, sur notre projet, j'ai déjà préparé cette variable, ici, la variable h, et j'ai défini déjà toutes ces valeurs en décrivant quelle est la valeur de la variable et sa position relative à notre axe. Alors, cette définition des variables, je peux la faire manuellement en rentrant des points de passage, je peux créer des fonctions. Et ce qui va souvent être intéressant, c'est que ces informations, je les ai déjà fournies par un autre membre du projet ou autre, mais sous un autre format. Donc, par exemple, moi, ici, j'ai ces fonctions, je les ai ici sous un format donc, dans Excel. Eh bien, je peux venir créer une deuxième variable. Donc, par exemple, on va l'appeler 2 juste création. Je vais supprimer toutes les informations qui sont déjà présentes sur le modèle. Et je vais donc simplement faire via un copier-coller, insérer, comme on le voit, toutes ces informations. Et donc, désormais, j'ai défini ma variable h2. Donc, cette variable, une fois qu'elle est dans le modèle, je peux donc venir la connecter avec cette fameuse section que l'on a. Et donc, j'ai une fonction de création de superstructure qui va me permettre de créer un objet le long de mon tracé en relation avec une section paramétrique. Dans un premier temps, comme je le disais, ces sections, Sophistic va vous proposer un catalogue de sections que vous pouvez utiliser, qui sont à votre disposition, mais qui contiennent déjà des paramètres. Donc, par exemple, il y a des paramètres ici pour la hauteur ou bien pour la largeur de mon caisson. Et donc, quand je vais passer dans le modèle Revit, je vais avoir donc ici accès à toutes les sections catalogues disponibles, ainsi que les sections que moi, je peux aussi créer moi-même. Donc, moi, je vais prendre une section profilée de type caisson. Donc là, vous voyez, je vais ouvrir un peu plus la fenêtre. On a un peu un aperçu de cette section ici.
Et je vois ici apparaître aussi tous les paramètres qui sont disponibles. Donc, je vois la largeur, la hauteur, ainsi de suite. Donc, je peux bien sûr donner des valeurs explicites à ces objets. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt de dire la hauteur ici de mon caisson va évoluer selon une variable. Et là, je vois que j'ai à ma disposition la variable h qui avait déjà été définie, qui va me permettre de faire évoluer cette hauteur selon la fonction que l'on a définie. Je vais indiquer aussi au logiciel à partir d'où je crée ce tablier que l'on va créer, et notamment aussi à quel matériau on va associer pour la création de cet objet. Et donc désormais, j'ai déjà ici un petit aperçu, j'espère qu'on le voit bien à travers la connexion Internet, où le logiciel me fait un affichage donc de l'évolution de la section. Donc j'ai déjà un premier aperçu de comment cette section évolue le long via cette variable ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner, en cliquant sur OK, je vais demander au logiciel de générer désormais le volume du caisson à travers toutes ces informations de sections et de variables. Alors, ce n'est pas juste de faire une extrusion pure. Pour ça, encore, on pourrait trouver des solutions natives à Revit. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir nous adapter dans cette création du modèle aux différents types de modélisation que l'on rencontre dans nos projets. En effet, on a parfois des modélisations qui ne sont pas continues, mais découpées. L'exemple type, c'est un tunnel qui est découpé en voussoirs que l'on va vouloir pouvoir poser les uns après les autres. C'est important en termes de modélisation, c'est important pour mes traits et aussi pour les utilisations de phasage et aussi pour les géométries. Mais il y a aussi des objets que l'on veut créer qui ne sont pas simplement une extrusion le long d'un tracé, mais qui sont posés de manière un peu plus intelligente. On a par exemple tout ce qui est des objets de type poutre précontrainte ou des objets précontraints, qui sont des objets droits, mais que l'on va vouloir positionner le long d'une courbe. Et dans ce cas-là, il va falloir donner des règles de disposition. Eh bien, en fournissant ces règles au logiciel, celui-ci est capable de venir positionner donc mes poutrelles le long de ma géométrie. Ou à l'inverse, si c'est plutôt de répéter des objets, non pas de manière continue, mais avec des espacements. Et donc, les exemples types, c'est quand je veux créer des entretoises ou d'autres types de structures sur notre modèle. Avec ça, donc, on est capable de générer vraiment les géométries de notre ouvrage et aussi de positionner d'autres éléments tels que les culées, tels que les piles. Mais on va aussi vouloir intégrer ça dans une modélisation sur site. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans Revit, on a déjà des outils qui nous permettent de créer des topographies, mais c'est des outils très basiques. On n'a pas vraiment une triangulation précise du terrain et on n'a pas de volume avec lequel on peut faire des opérations. Pour autant, ce sont des informations qui sont importantes pour notre modélisation et que nous avons déjà quand on travaille avec, par exemple, un fichier qui est déjà préparé dans Civil 3D, par exemple. Donc, ce sont des fonctionnalités que l'on va pouvoir utiliser ici dans l'outil de Sophistic pour Revit. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai indiqué, on va venir rajouter tout ce qui était, par exemple, nos culées et piles. Donc là aussi, la première fois que je vais utiliser cet outil, le logiciel va charger en arrière-plan différentes familles, un certain nombre de catalogues d'objets. C'est pour ça que la première fois est toujours un petit peu longue. Et ce qui va nous permettre d'utiliser ces objets de type catalogue. Bien sûr, de la même manière, c'est des familles Revit, cette fois-ci des familles 3D. Donc ça, vous pouvez aussi créer vos propres objets. Et donc, par exemple, moi, j'ai ici déjà une famille de type culée que je vais pouvoir positionner et que je vais pouvoir positionner par rapport à ces fameuses positions que l'on avait définies au préalable dans notre tracé. Donc, par exemple, moi, je veux dire, je vais me positionner à l'étape 10, à la position 10. Je vais donner juste quelques dimensions que je veux donner pour la culée.
Et voilà, j'ai tout. OK. Et le logiciel va venir dans ce cas-là positionner, comme on le voit ici, une culée directement sur notre modèle. Et ça, c'est des choses que je peux faire bien sûr de manière répétitive, mais en donnant aussi d'autres informations. Donc, par exemple, si je vais avoir un autre objet de type, pardon, mauvaise commande, superstructure que je vais créer. Si je veux pouvoir, par exemple, positionner une pile, je peux, par exemple, aussi lui donner une information de rotation. Donc, je peux indiquer au logiciel que la pile va se situer ici, au milieu de notre pont, mais avec une certaine rotation de 30 degrés, par exemple, qui va nous permettre de dire au logiciel, d'accord, on a positionné une pile, mais elle va être positionnée de manière latérale par rapport au tracé que l'on avait défini. Donc, à travers toutes ces définitions, on va rajouter l'ensemble des éléments dont on a besoin pour pouvoir avoir l'ensemble des piles, aussi des trottoirs, des garde-corps, ainsi de suite, que l'on veut avoir ici sur notre modèle. Et l'avantage, c'est que désormais, comme toutes ces informations sont liées à notre tracé, eh bien, si jamais ce tracé est modifié, le logiciel recalculera les positions de tous ces objets pour mettre à jour notre modèle 3D. Alors, je vous l'ai dit, il s'agit aussi de pouvoir faire de l'import ou de l'export de volume de sol pour pouvoir récupérer des géométries venant de Revit. Alors, je vais ouvrir un autre fichier rapidement dans lequel, là, on a là aussi créé un modèle avec un terrain. Mais justement, cette fois-ci, ce terrain a été importé à travers les fonctions de Sophistic pour l'import de terrain. Donc, j'ai un modèle ici qui avait déjà été préparé. C'était celui-ci. Et donc, j'ai un terrain venant de Civil 3D. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que ce terrain, quand je vais pouvoir l'importer, je vais pouvoir l'importer aussi en relation avec une gestion des coordonnées. En effet, il est important pour nous de pouvoir choisir. On a différentes définitions de coordonnées dans Revit, les origines internes, les origines topographiques, etc. Et quand on travaille, nous n'avons pas tout le temps accès à toutes ces données. Peut-être au début, on commence en phase de conception, on n'a pas encore la coordonnée topographique. Eh bien, le logiciel nous permet donc à chaque fois de choisir quel est le point de référence que l'on va utiliser, si c'est le point interne, le point partagé, etc. Donc ça va nous permettre d'importer des terrains. Alors, là, vite fait l'import. C'est un fichier de 2020 que je dois actualiser. Voilà. Alors là, puisque j'ai fait exprès de ne pas choisir la bonne coordonnée, je vois que justement, j'ai le même terrain qui a été généré, mais ici, à un positionnement différent. Donc, ça me permet de créer ce volume de terrain que l'on va pouvoir utiliser. Après, bien entendu, en gérant sa coordonnée. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu l'avoir non pas en tant que topographie Revit standard, mais plutôt en tant que topographie d'un volume tel que l'on l'a créé ici. On a cette précision venant de Civil 3D, mais aussi, puisque c'est un volume, ça me permet de créer aussi des objets que l'on va extruder. Donc, par exemple, ici, j'ai créé une tranchée à travers les fonctions de Sophistic, où j'ai dit au logiciel, voilà, je vais créer une géométrie, mais cette géométrie va être créée, cette fois-ci, en tant qu'un vide. Et donc, j'ai créé un vide qui a découpé le volume de sol et qui me permet de définir vraiment la nouvelle topographie liée au tracé que l'on a créé ici. Dans le sens inverse, j'aurais pu aussi créer de la masse. Donc là, on voit le talus en orange qui a été créé, qui est un ajout de terrain par rapport à notre modèle. Avec tout ça, on est vraiment donc capable de générer notre modèle volumique. On a vraiment un modèle 3D dans Revit qui peut être donc qui est connecté à des informations venant d'autres sources, telles que Civil 3D ou bien Excel ou bien des dessins, et qui est paramétré puisqu'il est lié donc à notre tracé, à des variables, et je peux ainsi
le faire évoluer au cours de la conception. Pour autant, ça c'est uniquement, comme Christian le disait, c'est juste avoir un modèle 3D. C'est bien, mais pour le moment, c'est juste joli, ça nous permet de contrôler certaines informations en 3D. Ce qu'il nous faut, c'est de pouvoir aller au-delà dans la production de documents. Alors Revit, pour ça, est justement un outil de choix. C'est un outil qui contient des fonctions de plan, de vue, de coupe, etc. Mais si j'utilise ces fonctions natives à Revit, on a directement quelques difficultés qui se présentent à nous dès qu'on va vouloir adapter ces outils à de l'infrastructure. Notamment, ces coupes, leur positionnement, il va falloir les mettre relatives à un objet qui est, donc on l'a dit, qui évolue en altitude, qui évolue en plan avec des courbes, des clotoïdes. Et à chaque fois, si je peux avoir des placements comme la pile en biais, il faut que je me positionne avec les bons angles. Et aussi, dernière chose, on pense toujours quand on regarde l'infrastructure en termes de kilométrage. On va dire, voilà, ça c'est la coupe au kilomètre 300, par exemple. Donc ça, c'est tout ça des choses qu'on ne sait pas bien faire avec Revit, où on a du mal, ou même quasiment parfois impossible à le faire correctement. Et le fait qu'on ait un tracé comme outil de référence via Sophistic, eh bien, va permettre justement de résoudre ce problème. En effet, on va pouvoir utiliser ce tracé pour dire au logiciel, crée-moi une coupe à un kilométrage précis, avec un positionnement en termes d'angle, etc., voire une répétition, telle que l'on le souhaite. Et en plus, comme le logiciel, il sait qu'il est en train de couper un objet paramétrique qui est lié à une famille que l'on avait prédéfinie au départ, donc notre fameux caisson, eh bien, dans cette famille, on a pu aussi dire au logiciel qu'il faudra mettre des cotations entre différents points. Et en donnant cette information au tout départ, quand on avait créé le profil d'extrusion, eh bien, quand le logiciel vient créer les coupes, il sait qu'il doit remesurer automatiquement les cotes entre ces points-là et les afficher. Et moi, donc, je me retrouve avec des coupes créées aux bons endroits et avec déjà des cotations, et je dois juste me préoccuper de les repositionner. Par exemple ici, parce que les chiffres se superposent un petit peu. Et ça, c'est donc du petit travail que je vais faire par-dessus. En plus, on a un problème avec Revit, c'est que Revit ne sait pas faire des coupes longitudinales projetées. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un ouvrage qui est courbe, ma coupe, je ne peux pas dire au logiciel qu'elle est courbe aussi. Elle ne peut être que droite par défaut. Donc là, c'est Sophistic qui vient créer des objets de type coupe longitudinale contenant l'ensemble des informations que l'on va vouloir avoir, donc des vraies coupes. Tous ces objets qui sont là sont des objets Revit, donc je peux les annoter, je peux rajouter des cotations, des altitudes, toutes les valeurs sont correctes, mais j'ai aussi des informations relatives justement à mon tracé, à mon axe, par rapport au kilométrage, par rapport au dénivelé, etc. Chose que je peux aussi rajouter sur des vues en plan, avec l'objectif de vraiment créer de la documentation de projet. Donc pour revenir sur notre exemple, moi, puisque j'ai ici un projet qui est déjà finalisé, eh bien, je vais pouvoir utiliser ici les fonctions de plan de Sophistic qui vont nous permettre de créer ici des sections, soit aux endroits déjà préétablis, donc c'est les fameux carrés que vous voyez, ce qu'on appelle les placements, soit un kilométrage en particulier, et en donnant aussi des règles d'orientation, les rotations que l'on va vouloir prendre. Et donc, je me retrouve ici avec des coupes qui sont justement liées donc à notre kilométrage et qui à chaque fois, donc par exemple ici, une coupe sur la vue au kilométrage 60 mètres, où j'ai déjà toutes ces informations qui sont déjà préétablies, et moi je peux venir rajouter, c'est un objet Revit, tout ce qui m'intéresse par rapport à une coordonnée, par rapport à une élévation, etc. etc. Donc bien sûr, positionner aux différents endroits, ici sur la pile, ici sur ma culée. Donc là, on voit par exemple la culée qui contient avec les cotations que l'on avait déjà pré-demandées. Elles ne sont pas positionnées au meilleur endroit puisque désormais on a la culée, mais je suis dans Revit, je peux forcément modifier ces éléments-là.
Et dans un autre cadre, je vais plutôt utiliser une vue longitudinale. Alors là, la question, ça va être aussi qu'est-ce que l'on va vouloir inclure dans cette vue longitudinale? Est-ce qu'on inclut le terrain ou autre? Donc c'est pour ça que le logiciel va me proposer différentes options, me demander quelles sont les informations que l'on va vouloir prendre, peut-être me concentrer pas sur l'ensemble du tracé, mais juste une portion du terrain. Et je vais donc me retrouver avec cette vue projetée relative donc à la structure qui était, elle, courbe. Mais Revit, ce n'est pas que, c'est aussi de pouvoir utiliser des fonctionnalités de maîtrise. En effet, Revit nous permet de faire des tableaux, d'utiliser des paramètres qui sont des données dans le modèle. Donc, bien sûr, on va utiliser les fonctionnalités qui sont présentes déjà dans Revit, mais on va aider l'utilisateur à pouvoir créer des valeurs, par exemple, pour récupérer une surface qui est une surface en réalité un peu plus complexe, une surface courbe avec une géométrie changeante. Ce n'est pas évident à définir dans Revit. Donc là, c'est pour ça qu'on va avoir ces fonctionnalités qui vont nous permettre de nous aider à créer ces paramètres, et notamment pour que ces paramètres soient utilisables dans Revit, et donc qu'ils soient utilisables dans un travail BIM. Le travail du BIM, c'est de pouvoir partager de l'information à travers du cloud, à travers des fichiers partagés. Ça, c'est vous qui le voyez, donc comment vous voulez les utiliser. Et tout ce principe, en fait, va un peu plus loin, puisque on est capable d'aller vraiment jusqu'à la phase d'exécution. En effet, Christian en a parlé déjà lundi, les outils de Revit vont nous permettre de faire tout ce qui est du coffrage, mais aussi de faire tout ce qui est du ferraillage. Et là, Sophistic a des outils qui viennent s'intégrer au modèle de pont, qui vont nous aider dans la création de l'armature, mais surtout qui vont permettre de faire aussi tout ce qui est la pré-contrainte pour les ponts, par exemple, et derrière, de finaliser avec vraiment des documents de production, là aussi sur plan et en dehors de Revit, c'est-à-dire des fiches de fabrication que l'on va pouvoir utiliser. Donc voilà, en gros, tout ce qui se rapporte pour nous à l'utilisation de Sophistic pour la modélisation de ponts et de tunnels dans Revit. Je vais juste pour finir quand même parler de cette connexion que l'on peut avoir avec les autres domaines, notamment avec la partie calcul. Alors en effet, l'idée du BIM, c'est donc d'optimiser le partage d'informations entre les différents acteurs du projet. Et pour le moment, on a juste vu la partie modélisation, mais un pont, un tunnel, une infrastructure linéaire va aussi devoir être calculé. Alors, si on parle de bâtiments, vous étiez peut-être là à la séance hier, nous avons déjà mentionné le fait qu'il y a des outils sophistiques qui s'intègrent dans Revit et qui permettent de faire directement sur la maquette Revit un modèle de calcul, avec des fonctions de calcul pour faire l'analyse statique, la descente de charge, la vérification selon la norme ELU-ELS, et qui vont nous aider justement à préparer, qui vont nous générer les armatures en 3D, de manière à justement les documenter dans Revit. Donc ça, c'est parfait, ça veut dire vraiment, dans Revit, on est capable de faire le calcul à 100%, la partie coffrage, documentation, calcul et exécution dans Revit. Cependant, en fait, malheureusement, aujourd'hui, Revit a certaines limitations par rapport aux géométries qui peuvent être utilisées pour du calcul. En effet, pour faire ce calcul, on utilise ce qu'on appelle le modèle analytique, qui est donc un modèle filaire, mais qui n'est disponible que pour les objets de type structure. Or, ces objets de type structure ont des géométries limitées à des poutres, des poteaux, des murs, etc. Et nous, les géométries que nous générons qui sont paramétrisées comme ça, qui sont très complexes, ne sont des objets génériques et donc qui ne contiennent pas de modèle analytique. Alors, comment est-ce que dans ce cas-là, on peut quand même arriver à avoir un partage d'informations entre la partie modélisation, dessin, et la partie ingénierie, calcul? Alors, on pourrait se dire, bon, ben, on va peut-être reprendre les modèles qui ont déjà été créés dans les outils de calcul et les convertir en modèle Revit. C'est tout à fait possible et on a déjà donc des fonctionnalités de Sophistic qui vous permettent de faire cela. Mais le problème, c'est que votre géométrie ici, ça va être une géométrie simplifiée.
puisque c'est une géométrie de calcul, elle n'a pas tous les détails, elle n'a pas forcément toutes les informations dont on a besoin. Alors, par contre, si on utilise Sophistic en tant qu'outil de calcul, eh bien, dans Sophistic, quand on veut créer un pont, on peut le créer bien sûr à la main, mais on peut aussi le créer de manière paramétrisée, c'est-à-dire ce pont en modèle calcul, on peut lui dire qu'il est basé sur un tracé, sur une géométrie avec des propriétés paramétriques qui évoluent selon une certaine fonction, et d'autres objets qui se positionnent à des endroits en particulier. Et vous reconnaissez bien sûr ce que l'on avait dit tout à l'heure par rapport à la modélisation dans Revit. C'est exactement le même principe, et c'est d'ailleurs là que l'on a apporté ce savoir que l'on avait déjà pour l'outil de calcul. Et en fait, la solution que nous on propose, c'est de dire, puisque justement les besoins entre l'outil de calcul et l'outil de dessin sont assez séparés, ne peuvent pas être encore combinés entre eux, on va quand même partager ce qui permet de définir le modèle de dessin et le modèle de calcul, c'est-à-dire tous ces paramètres de tracé et d'évolution qui vont vraiment nous permettre d'avoir des informations communes, de faire évoluer le projet en même temps, mais derrière d'avoir quand même une liberté et une flexibilité en termes d'un côté du dessin, de l'autre côté en termes de calcul. Voilà, c'était ma petite présentation sur l'outil donc Sophistic Bridge et Infrastructure Modeler, que vous pouvez bien sûr tester gratuitement si vous le souhaitez sur notre site, en récupérant une version d'essai sur le site web de Sophistic. Je vais redonner la main à Christian et Cynthia pour la fin de ce webinaire. Merci Xavier. Alors, on a quelques questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la partie questions de GoToWebinar. Alors, Xavier, la première question, c'est dans le cadre d'un tunnel, le sectionnement est un élément important. Peut-on imbriquer plusieurs familles, par exemple pour créer des sections de voûte subdivisées en voussoirs plus clés de voûte, ou sommes-nous limités à un étage unique de division de l'information? Non, alors je comprends ce qui est demandé. Donc en effet, on peut découper, on peut créer plusieurs objets. Ça va surtout dépendre en fait de la fameuse famille que l'on crée ici. Quand je crée une famille d'extrusion, là je montre une famille très simple qui consiste en une seule géométrie. On peut bien sûr la découper en plusieurs objets, de manière à ce que quand le logiciel les crée, il ne crée pas un seul objet qui contient le voussoir plus, par exemple ici, les abords, mais qui soit constitué de plusieurs objets Revit derrière. Donc justement, par exemple, la clé de voûte plus les voussoirs individuels. Ça, c'est possible. Par contre, ce qui va être un peu plus complexe à faire, ça va être de si je veux avoir une modélisation où les voussoirs, c'est souvent le cas dans le tunnel, ne sont pas répétés le long du trajet, mais il y a toujours un décalage pour ne pas que les joints soient au même endroit. Là aussi, ça va être possible en donnant justement des paramètres de rotation, mais la difficulté en fait va être surtout dans la création du modèle de la famille Revit, puisqu'il va justement falloir créer une famille qui soit compatible avec un paramètre rotation. C'est pour ça que quand vous êtes dans la partie création des variables, donc quand je définis dans Revit, dans Sophistic, un tracé et que je lui donne des informations de variables, je vais aussi devoir expliquer quel type de variable, de quel type de variable il s'agit. S'agit-il de longueur, c'est-à-dire d'évolution de dimension? Est-ce que c'est des angles que l'on va modifier, donc par exemple les dévers, ou des quantités? Donc par exemple, justement, de dire, voilà, est-ce qu'on tourne avec un décalage de 1 à chaque fois, ainsi de suite. Donc, la difficulté qu'on va avoir pour les tunnels avec les sections en clé de voûte, etc., ça va être de bien préparer notre famille Revit pour qu'elle soit compatible avec vraiment toutes les modifications que je veux y faire et les différents découpages que vous voulez y avoir. Et du coup, on a une autre question. Les voussoirs générés par SBIM sont des modèles génériques? Oui, ça c'est de manière globale. Tout ce qui est généré par SBIM sont des objets génériques. C'est d'ailleurs là justement qu'on a cette limitation avec le calcul.
Comme vous le voyez ici, ça c'est un modèle générique. La pile est aussi un modèle générique, ainsi de suite. Peut-on régler la profondeur de vue de la coupe? Oui, la coupe, je suppose c'est la coupe en longitudinale. Oui, bien sûr, parce que justement, on n'est pas intéressé à avoir le terrain dans la profondeur. Donc, on a ce qu'on appelle une définition de champ proche et champ lointain, si je me rappelle bien du nom de la commande. Juste que je récupère ça. Voilà, le champ profond. Donc, par défaut, bien sûr, le logiciel va regarder tous les éléments qui sont dans le projet, mais moi, je peux lui demander de ne reprendre que certains éléments, de dire, par exemple, le tablier, je veux voir aussi la rambarde et tout le reste. Par contre, de voir les arbres, de voir le terrain dans la profondeur, on n'a pas besoin de les désélectionner plutôt et ne pas les avoir. Ok, est-ce que c'est possible d'avoir des références de projet et des notions de prix? Oui, bien sûr. Alors, des références de projet, je ne les ai pas là. Vous en avez certains si vous allez sur notre site web. Sinon, je peux essayer d'en trouver que je peux afficher vite fait. Les notions de prix, bon, ça, c'est, vous voyez justement, par exemple, avec nos revendeurs tels que Money Machine, on a des licences individuelles, des licences réseau, et tout ça, c'est sur des modèles de souscription annuelle ou pluriannuelle derrière. Tu veux afficher des références du coup? S'il y a d'autres questions pendant ce temps-là, que je cherche le... Alors j'en ai une autre. Est-ce qu'on doit être connaisseur des familles Revit pour pouvoir créer d'autres types de questions? Oui, ça par contre, il faut avoir une certaine base. Comme je disais, Sophistique, nous allons vous proposer un catalogue de sections. Donc, vous allez avoir déjà un certain nombre d'objets que vous pouvez utiliser. Vous pouvez les modifier. Donc, on a aussi créé des familles qui sont des familles partielles que vous pouvez reprendre. Mais si vous voulez vraiment les créer vous-même, il vous faut avoir une bonne connaissance de Revit, notamment par rapport à la paramétrisation. C'est surtout ça qui va être la question. Si c'est juste d'avoir une géométrie que j'extrude, ça c'est très très facile. Moi, je ne suis pas un expert Revit et je l'ai fait quand même. Mais par contre, dès que vous voulez rajouter des paramètres dedans, c'est vrai que là, il va falloir avoir des connaissances. Bon, entre-temps, j'ai trouvé un PowerPoint avec quelques références. Donc voilà, le type de pont que l'on est capable de faire. Ici, un pont piétonnier cycliste au-dessus d'une autoroute. Ici, un embranchement autoroutier en Israël. Ça, c'est, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, je crois que c'est une autoroute en Croatie. Là, simplement des passages sur terrain. Et ça l'intérêt, c'est que bon, on parle ici de pont, de tunnel, mais en réalité, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle structure qui soit linéaire. Donc ici, par exemple, sur l'écran, vous voyez un objet, ce n'est pas un pont, ce n'est pas un tunnel, c'est juste un passage protégé où on a justement une définition avec de tracés, de répétition d'objets et d'autres qui sont extrudés. Et donc, ce sont le genre de définition que l'on a pu faire. Ici, vous voyez par exemple un pont en arche avec les suspentes. Encore un pont autoroutier. Je crois qu'il y a même un exemple, je le cherche rapidement. Voilà un exemple de pont de tunnel. Tunnel entre l'Autriche et l'Italie, où justement là on voit sur la partie en bas à gauche que l'objet qui a été extrudé, qui a été créé plutôt, est constitué en fait de différents blocs, différents objets. Certains étaient dans la même famille, mais sous différents sous-types de familles. D'autres ont carrément été deux familles différentes, et on peut, grâce à ça, créer vraiment différents objets ici. Et la dernière que je voudrais présenter, c'est ici l'exemple de l'utilisation du modèle pont connecté avec la partie armature pour vraiment faire les plans de coffrage, de ferraillage derrière. Si vous l'avez raté, il y avait aussi eu une présentation dans le cadre du Revit User Group de Paris et de Lyon il y a une semaine et demie, dans laquelle Aegis
avait présenté le pont de Larivot en Guyane, qui justement a été fait avec Sophistic. La SNCF utilise aussi un peu nos outils, mais malheureusement, je n'ai pas de référence là-dessus à vous proposer. Ok, merci Xavier. Et du coup, j'ai une autre question. Dans le cas des ponts, la mise en place des haubans est-elle prise en compte dans SBIM? Alors, ce n'est pas automatique. Vous pouvez créer justement des placements, vous pouvez créer des références que vous allez utiliser pour le positionnement des haubans. Là, c'est à vous de créer les fameux tracés, les fameuses lignes. Donc, on a aussi des définitions, ce qu'on appelle les axes secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'un axe secondaire? C'est de dire, bon, on a le tracé principal de la route, et ensuite, on va avoir des tracés qui suivent cette géométrie générale, mais qui sont en décalé en largeur, décalé en hauteur. Et donc, par exemple, dans les axes secondaires, je pourrais, par exemple, définir un hauban qui suit le tracé de la route, mais qui est avec une variation en altitude. Après, rien ne m'empêche aussi d'avoir plusieurs axes, plusieurs définitions pour définir d'un côté le tracé de la route, d'un autre le tracé de câble. Ça, l'idée, c'est que ce soit vraiment des outils que vous pouvez adapter à vos besoins. Ok, j'ai encore une question. La pré-contrainte aussi, c'est possible de générer des plans automatiques? Alors, qu'est-ce qu'on entend par plan automatique de contrainte? Alors, si c'est l'affichage des altitudes de passage du câble, on a en effet dans l'outil Armature des fonctionnalités qui vont nous permettre de marquer les altitudes de passage des câbles dans nos vues 2D. Donc, une fois qu'on a une vue, une coupe de modélisation, on peut utiliser les fonctions Sophistic Armature pour avoir cette information. Je vous invite à regarder pour ça la documentation de l'outil donc Armature Sophistic Detailing. Et pour la partie pré-contrainte, vous avez une petite vidéo qui vous montrera qu'est-ce qui est possible d'avoir. D'accord, bon, il n'y a plus de questions, Xavier. Merci beaucoup. Juste pour avoir le mot de la fin, ce qui est important, c'est que cet outil Bridge Modeler, c'est vraiment un outil qui est flexible dans le sens où on a même des gens qui ont construit d'autres choses que des tunnels et des ponts, mais parce qu'ils utilisent un concept d'extrusion. Donc, si vous voulez faire une extrusion paramétrisée pour tout autre type d'objet, vous pouvez adapter le logiciel à votre besoin. Et c'est un peu ça aussi l'idée que de donner plutôt des outils, de la flexibilité à l'utilisateur. Merci, merci. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce que ça nécessite une formation, Xavier? Si c'est la partie Sophistic Bridge, SBIM tout seul, il y a des formations, mais qui sont courtes. C'est facile à apprendre, très honnêtement. Mais les formations qui sont la plupart du temps proposées par nos partenaires, c'est une formation complète, c'est-à-dire outils SBIM plus la création des familles, parce que, comme on l'a dit, c'est ça qui est le plus complexe, c'est de créer les familles paramétrisées. Donc souvent, vous avez des formations qui vous permettent d'aborder l'ensemble de ce savoir. Je pense qu'on est bon pour les questions. Sur combien de jours, du coup? Ça, comme je dis, il faut voir avec ceux qui proposent les formations. Sophistic, nous-mêmes, nous ne faisons pas la formation là-dessus parce que la formation Revit, ce n'est pas notre domaine. Donc, ce sont nos partenaires, les machines aujourd'hui qui font ce genre de formation. Donc, je laisse les gens de Man & Machine répondre. Vous n'hésitez pas à nous contacter du coup pour ça, on vous mettra en relation avec quelqu'un qui saura vous répondre pour les formations. Merci beaucoup, n'hésitez pas à vous inscrire demain ou vendredi pour les rendez-vous de la structure si ça vous intéresse. Et bonne fin de journée.